prendre le texte au mec et des fois même pour moi, puisqu'il travaille. Vous l'avez choisi comme ça et vous l'avez voulu comme ça. Vous avez voulu des candidats, Emmanuel, ma suppléante, qui nous rejoindra tard ce soir, puisqu'elle travaille, jusqu'à tard. Et moi-même, vous avez choisi des candidats qui vous ressemblent, avec l'idée de changer la sociologie de l'Assemblée nationale. Alors cette campagne bien dynamique, on l'a eue grâce à un outil qui est le Kangoo du bonheur. C'est une idée à Franck. Chapeau, Franck, belle idée. Mais cette idée, on la doit aussi à une dame qui est venue à une de nos réunions publiques à Sérilly. Et bien cette dame, je lui ai expliqué comment je voyais, en cas d'élection, notre permanence parlementaire à Montluçon. Je lui disais, je ne souhaite pas que ce soit un lieu fermé, avec une ambiance feutrée et une moquette épaisse. Je lui disais que c'est un endroit qui devait vivre, où on devait y retrouver la jeunesse, des débats, des expositions, et pourquoi pas des votations. Et elle m'a dit, mais vous êtes bien gentil avec votre histoire de permanence à Montluçon, mais nous, ça fait des années qu'on n'a pas vu un député en campagne. Ce soir-là, nous lui avons fait la promesse, comme nous la formulons devant vous, nous serons députés de l'ensemble de la circonscription, puisque c'est bien l'ensemble des habitants de cette circonscription qui sont la richesse de ce territoire. Donc si nous sommes élus, nous irons partout, en permanence, en zone rurale, comme en zone urbaine. On m'a piqué mes papiers, moi non. C'est difficile ce soir de vous parler des mesures, très difficile. Parce que ce programme, finalement, de la France Insoumise, de notre candidat commun à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une mesure, c'est un ensemble de mesures. Et dans mon esprit, elles sont un peu comme un puzzle. Toutes sont liées les unes avec les autres. On ne peut pas en enlever une, on est obligé de les laisser. Elles se tiennent toutes. Et c'est ça qui forme le projet. Alors, il faut bien faire un choix. Ce choix, c'est pas moi qui l'ai décidé. Ce sont les habitants de cette circonscription qui nous ont dit notre première préoccupation, c'est l'offre publique de santé. Alors, je ne vais pas parler d'hôpital public et d'hôpital privé, ça a été fait. De toute façon, dites-vous bien que ce sont toujours les gens de la circonscription qui en parleront mieux que le député, et quel que soit le député. Je vais vous parler quand même de la médecine générale. On voit qu'on est en tension, on voit que sur Montluçon, dans les années qui viennent, dans les proches années qui viennent, une dizaine de médecins va partir en retraite et qu'il devient compliqué de pouvoir se soigner. Avec toutes les répercussions sur l'hôpital public. Quand on n'a pas de médecin, on va aux urgences par exemple, ce qui n'est pas souhaitable pour nos hôpitaux. Il va falloir donc trouver des solutions pour qu'on ait une offre de santé sur ce territoire. Alors il y a plusieurs possibilités. D'abord, le gouvernement avait libéré le numerus clausus. Moi, je ne suis pas pour la suppression du numerus clausus. Le numerus clausus est un outil de planification. C'est pas parce qu'on a mal utilisé l'outil qu'il faut le jeter. Donc on conserve le numerus clausus, mais il faut le libérer. Il a été libéré, mais pas suffisamment, donc ça ne comblera même pas les départs en retraite. Ça veut dire que dans une dizaine d'années, on va se retrouver en grande difficulté. Si on libère le numerus clausus maintenant, on n'en aura les effets que dans 10 ans. Donc il faut aussi trouver d'autres solutions. On sait bien qu'on a une très mauvaise répartition des médecins généralistes sur notre territoire. Il y a des endroits où on a des rendez-vous très vite et des endroits où c'est très compliqué. Chez nous, ça commence à l'être, en milieu rural, c'est bien davantage. Donc on pourrait dire, eh bien finalement, puisque ce sont des études de médecine qui coûtent cher à la nation, eh bien finalement, on va demander aux médecins de venir s'installer un peu partout, dans le territoire, comme on le fait par exemple pour les pharmacies. Vous savez, c'est tant de pharmacies par habitant. On pourrait prendre la même mesure, un peu coercitive, en disant, mais voilà, on installe équitablement. Sabotage. Macron, sabotage. On change d'outil, on essaye celui-là.
Alors, on pourrait donc prendre une mesure coercitive en disant, voilà, on répartit de manière autoritaire les médecins sur le territoire. Oui, c'est une solution. On a des solutions intermédiaires. Par exemple, on leur dit, bien, là où vous passez votre concours, vous devrez rester. Vous passez votre concours en Auvergne, vous restez en Auvergne. Ça contribue à améliorer l'offre de médecine sur notre territoire. Et puis nous, on a une autre solution qui nous tient à cœur. Ça s'appelle les centres de santé. Alors, je vais prendre le temps de vous expliquer, parce que vous avez sans doute entendu parler des maisons de santé. Qu'est-ce qu'une maison de santé? Une maison de santé, c'est une bâtisse construite ou achetée par une collectivité, et ensuite mise à disposition d'un médecin libéral ou louée à un médecin libéral. C'est pas ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est un centre de santé. Le centre de santé, c'est une bâtisse construite ou achetée par une collectivité, sauf que le médecin n'intervient pas en tant que libéral, il va intervenir en tant que salarié. C'est-à-dire qu'il sera salarié de la collectivité. Et la collectivité, grâce à un accord avec la caisse d'assurance maladie, eh bien, percevra en retour le prix des consultations, ce qui va équilibrer ses comptes. De toute façon, les amis, dites-vous bien que même s'il reste quelque chose à charge de la collectivité, c'est un très bon investissement. On ne peut pas se passer de soigner ses concitoyens. Et on ne repeuplera pas le milieu rural s'il n'y a pas de médecins. La première exigence de ceux qui souhaitent s'installer en milieu rural, c'est une école et un médecin. Donc voilà ce qu'on propose. Ces centres de santé peuvent être pluridisciplinaires et ils peuvent travailler également en collaboration avec l'hôpital. Le deuxième point, qui est aussi une des préoccupations sur cette circonscription, c'est bien sûr l'emploi. Il va se passer peut-être dans les mois qui viennent, jusqu'à la rentrée de septembre, quelque chose d'assez grave. C'est la casse du Code du travail. Dites-vous bien qu'on ne reconstruira rien en termes d'emploi si on commence par détruire. Alors pourquoi cette casse du travail? J'ai regardé un peu ce que dit l'OCDE. L'OCDE a rendu plusieurs rapports. Tous sont unanimes. Il n'y a aucune corrélation entre le fait de casser la protection des salariés, casser les avantages ou les acquis des uns et le chômage des autres. Au contraire, c'est-à-dire que plus on casse la protection des salariés, moins on crée d'emplois pour ceux qui n'en ont pas. On est bien là dans une posture du gouvernement purement idéologique. Emmanuel Macron est le président de la France qui va bien. Il a composé un gouvernement avec la droite et une partie de ceux qui se disent de gauche. Mais cet attelage improbable ne durera pas plus de 6 mois. Les experts politiques sont unanimes. Il ne faut donc pas se résigner. Au contraire, il faut s'attendre au chaos politique et faire en sorte que la France insoumise et ses partenaires pèsent lourd à l'Assemblée nationale. Je m'engage devant vous, si je suis élu, à ne jamais autoriser M. Macron à gouverner par ordonnance. C'est pour moi un délit démocratique insupportable. Durant ces dernières années, je trouve que le monde du travail a bien assez donné et qu'il est plutôt temps de reprendre. Alors, j'ai fait un post-it pour reprendre les mots des conseillers de M. Macron. Je suis obligé de prendre un post-it parce que c'est souvent un vocabulaire qui ne sort pas de ma bouche. On nous parle de réforme du droit à licencier, en rendant le licenciement plus prévisible, nous dit-on. Plus prévisible. On nous parle de plafonner les indemnités en cas de licenciement abusif. On nous parle d'abaisser le seuil pour l'élection des délégués du personnel, qui est à 11, de le passer à 21. Actuellement, si vous demandez l'élection de délégués du personnel dans une entreprise, l'employeur doit avoir quelque chose comme 3 mois pour procéder à l'élection.
on passera à 3 ans. Imaginez-vous ce que ça représente, tout ça. Alors la question qui nous est posée, est-ce que dimanche, on est capable d'envoyer un signal fort à M. Macron en lui disant, votre case du travail, il n'en est pas question, il n'en est plus question. Vous avez à cette élection plusieurs candidats. Je reconnais certains visages qui ont défilé avec moi contre la loi travail. Une question, les amis. Avez-vous vu les autres candidats à vos côtés? Non, ils n'étaient pas là. Dans cette case du travail, on nous annonce également la dérégulation du travail. On en a parlé tout à l'heure avec l'hôpital. Les astreintes ne sont plus considérées comme temps de travail. Et l'autorisation, en cas de difficulté, à réduire les salaires. Quand vous voyez que certains salariés ont aujourd'hui un salaire de 1100 € par mois, au passage, je vous annonce, on voudrait le passer à 1300 €, ce qui est un minimum pour vivre, eh bien on parle de encore baisser les salaires. Et si le salarié n'est pas d'accord, eh bien c'est un motif de licenciement. On pourrait parler aussi de l'accord d'entreprise plus favorable que l'accord de branche qui vient bouleverser la hiérarchie des lois. Donc c'est ça cette question aussi qui nous sera posée au-delà du programme que j'ai évoqué tout à l'heure mais que je n'ai pas pu détailler, mais je compte sur vous et je vous sais militants pour regarder ce petit papier que vous avez eu dans vos boîtes où c'est davantage détaillé, ou alors les plateformes également sur Internet, vous aurez tout le détail du programme. Mais au-delà de ça, je vous le dis, si dimanche, M. Macron a une majorité, la messe est dite. Nous serons plumés. Il faut donc une réaction. Aujourd'hui, c'est possible. Regardez ce qui s'est passé sur la circonscription. 14 000 voix, plus de 14 000 voix sur le candidat que nous avons choisi. 14 000 voix. Pour être qualifié au second tour, et c'est là notre difficulté, être qualifié au second tour, il nous en faut un peu plus de 10 000. La question se pose, combien y aura-t-il d'abstention dans nos rangs? C'est là la difficulté. Eh bien, il faut mobiliser. Je vais le faire. On a des outils pour ça, une petite carte postale, on a les voisins. Mais il faut que vous m'aidiez à faire ça. Il faut que vous alliez voir vos voisins, votre famille, et leur dire, ne vous résignez pas, il faut aller voter, il faut envoyer un signal fort dimanche prochain. Cette circonscription est historiquement à gauche, avec des députés courageux. Il y en a même parmi nous ce soir. Au moins un, je le connais. Eh bien, je crois que c'est ça le signal à annoncer. C'est de dire, on n'en veut pas de la politique de Macron. La France qui va bien, peut-être, mais nous, on a une autre France à représenter. Dimanche, on se qualifie pour le second tour, on mobilise. J'ai besoin de vous, rendez-moi service, mobilisez autour de vous. Si on parvient à ça, eh bien, ma foi, on sera au second tour. Et le second tour nous intéresse, parce que c'est au second tour qu'on va pouvoir débattre, projet contre projet. Est-ce qu'il faut donner rendez-vous pour la semaine prochaine? Oui. Alors il le faut. Alors ça veut dire quoi? On se retrouve mercredi prochain à cette heure-là? Parce qu'on considère qu'on est qualifié, c'est ça? Si vous le dites, je vous crois. Alors on va se dire que dimanche soir, si on a passé le cap des 10 000 voix, c'est possible ça, et qu'on est qualifié pour le second tour, on se retrouve là la semaine prochaine, on fait un point sur la campagne, et on gagne cette circonscription, on la ramène à gauche. Merci.